ça, c'est l'une des dernières preuves qu'en matière spatiale, la Chine a les dents qui rayent la stratosphère, ou plutôt l'orbite terrestre basse, mais vous avez compris l'idée. À bord de ce vaisseau Shenzhou 14, 3 taïkonautes qui resteront 6 mois dans l'espace et achèveront d'assembler la toute nouvelle station chinoise Tiangong 3, qui veut dire palais céleste dans la langue de Xi Jinping. La Chine a des intérêts très importants dans l'espace, puisqu'elle ne veut pas être dépendante de technologies possédées et développées par d'autres puissances. Mais quelles sont justement les réelles motivations de la Chine dans son programme spatial? Avec qui pourrait-elle faire alliance pour le développer? Tiens, la Russie pourquoi pas? Et le palais céleste a-t-il de quoi menacer l'hégémonie américaine? Mais d'abord, un peu de contexte. 1992, un programme chinois de vol habité est lancé, mais il faudra attendre la décennie suivante pour qu'il prenne, disons, son envol. Octobre 2003, la Chine envoie son premier taïkonaute dans l'espace, Yang Liwei, et 8 ans plus tard, la République populaire met en orbite sa première station spatiale, Tiangong 1, qui ressemblait à ça. Elle est remplacée 5 ans plus tard par sa grande sœur, Tiangong 2. Et en 2019, les bonnes nouvelles s'accélèrent avec une première mondiale. Un robot téléguidé chinois se pose sur la face cachée de la Lune. En 2020, la Chine étudie donc des échantillons lunaires, finalise aussi son système de navigation par satellite et lance sa mission sur Mars. Et 2022, vous venez d'en voir un extrait, sera le début d'une occupation permanente de l'espace par la Chine avec sa nouvelle station Tiangong 3, dont les retombées seront hautement stratégiques. Les avantages et les bénéfices que recherche la Chine dans l'espace sont très larges. Je dirais que premièrement, c'est des retombées socio-économiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'en rend à peine compte au quotidien, mais en réalité, on utilise des technologies, des applications spatiales en permanence. Que ce soit avec nos smartphones, avec les nouvelles technologies, demain la voiture autonome, etc. À ce titre, la Chine a des intérêts très importants dans l'espace, puisqu'elle ne veut pas être dépendante de technologies possédées et développées par d'autres puissances. Il y a évidemment un intérêt scientifique, et le scientifique n'est jamais très loin du politique, et puis les technologies militaires, puisque aujourd'hui toutes les armées du monde, en tout cas les armées modernes, sont également très dépendantes des technologies spatiales, d'autant plus que la Chine, par rapport aux puissances occidentales et les États-Unis au premier chef, a un certain retard dans ces technologies-là, et donc entend bien combler ce retard aussi vite que possible. L'avance prise par les États-Unis leur confère tout de même, encore aujourd'hui, un énorme avantage comparatif. Plus de 40 ans séparent d'ailleurs le premier vol d'un astronaute américain de celui d'un taïkonaute chinois. Et aujourd'hui, les spécialistes s'accordent pour dire que le budget annuel américain consacré à la NASA est plus de 2 fois supérieur aux sommes investies par Pékin. En fait, il faut envisager la Chine dans les années 90 comme l'enfant que personne choisit au foot au moment où les capitaines font leurs équipes. Et pourtant, le match est amical, il concerne la Station spatiale internationale et même la Russie, l'ennemi d'hier, est sur le terrain. La Chine se contente d'une place en tribune spectateur avec comme raison invoquée par les capitaines une méfiance quant à ses réelles intentions. Un rapport américain est même rendu à la fin des années 90 par Chris Cox, cet élu républicain tout sourire, accusant alors la République populaire de pillage technologique. Il n'empêche, aujourd'hui la Chine entend devenir la première puissance spatiale d'ici à 2045, avec un besoin entre-temps de se trouver des alliés. Un partenariat qui demain va peut-être compter fortement, c'est la coopération entre la Chine et la Russie. Ce partenariat existe depuis plusieurs années. En fait, c'est véritablement l'année 2014 qui est importante. Et ce n'est pas une année au hasard, c'est l'année où Vladimir Poutine a annexé la Crimée. Et c'est dans ce contexte international difficile pour lui, puisqu'il se retrouvait très isolé sur la scène internationale, il a dû faire appel au soutien de la Chine. Et la Chine, du coup, en échange, a pu demander un certain nombre de partenariats, de coopération dans des domaines parfois stratégiques, mais aussi évidemment dans le domaine spatial, puisque la Russie a une expertise dans le spatial très importante. Et d'ailleurs, c'est grâce à la Russie que la Chine a développé un certain nombre de ses technologies, notamment sa capsule spatiale, certains de ses lanceurs, etc., notamment pour son programme de vol habité. La Chine a aujourd'hui beaucoup plus de leviers de négociation, voire de pression sur la Russie pour essayer de tirer le plus de bénéfices de cette coopération et donc de tirer le plus de savoir-faire et d'expertise russe en la matière.
Et ce qui les met tous sur orbite, c'est elle, la Lune. Sur la ligne de départ, une première équipe avec en nom de code Lunar Gateway, composée des États-Unis, de l'Europe, du Canada et du Japon, et un autre attelage chinois et russe, dont l'alliance s'est encore consolidée le 9 mars 2021 avec une poignée de main entre le directeur général de Roscosmos et son homologue chinois. Dans ce vaste programme spatial chinois, évidemment que la compétition internationale est l'un des facteurs les plus importants. Et évidemment, dans cette compétition internationale, c'est la rivalité avec les États-Unis, première puissance spatiale aujourd'hui. Et donc cette rivalité s'exerce aujourd'hui, mais surtout demain, avec notamment l'exploration de la Lune, qui est aujourd'hui véritablement, je dirais, le nerf de la guerre, en tout cas la course qui est en train de se dérouler. Je dirais la ligne d'arrivée annoncée par les deux puissances, c'est 2030, et l'objectif, c'est ramener l'être humain sur la Lune avec une station scientifique lunaire sur le sol lunaire et une station en orbite de la Lune, d'abord pour de la recherche scientifique, ensuite pour travailler peut-être sur l'exploitation des ressources présentes, notamment l'eau, justement pour permettre que l'homme puisse être autonome sur la Lune, et enfin que la Lune soit un espèce de port spatial vers le plus lointain, vers peut-être Mars demain, une sorte de plateforme de décollage vers la planète Mars.